Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Gigantis. Une fois n'est pas coutume, on démarre par la présentation de la jaquette. Jaquette qui est assez belle, puisqu'on peut retrouver qui? On peut retrouver tout simplement Gen en mode Gigantis. Regardez-moi cette beauté, cette toute beauté de jaquette qui est tout simplement sublime. Les jaquettes sont très belles. Quatrième de couverture, le petit résumé cette fois-ci dans un fond orange des familles, et puis c'est tout. On n'a pas de page en couleur. J'aurais bien aimé par exemple que cette page là soit en couleur, tu vois, ça aurait vraiment été très stylé, mais non, ils ne veulent pas. Il n'y a pas de petite explication sur les différents personnages, parce que là il commence à avoir pas mal de personnages qui viennent se greffer dans la série, et puis si tu les oublies, tu les oublies. Et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 3 de Gigantis? Eh ben, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler le point faible. Et oui. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté, tout simplement. On va reprendre sur Gen. Gen qui se transforme en Gigantis, puisqu'on l'avait pas vu dans le tome 2 comment il s'était transformé en Gigantis. Là, dans le tome 3, ils reviennent sur sa transformation. Alors c'est une transformation qui nécessite une forte pulsion au niveau de son cerveau, et puis là ça va tout simplement être activé en lui lançant une sorte de décharge électrique en plein sur le visage, pleine en milieu des deux yeux, sur le front. Et puis là, ça va déclencher justement cette transformation, et c'est comme ça qu'il va se transformer, puisque Rin va tout simplement le lancer sa petite décharge, et il va un peu se transformer. Alors au départ, il va combattre l'IASB, sauf qu'il n'est pas lui-même, tu vois, il fait un peu n'importe quoi. Et puis là, tu as même le majordome Liam qui va dire à Rin, mais Rin, tu prends beaucoup de risques, il s'est jamais battu, il s'est jamais transformé, la zone n'est même pas sécurisée, et tu l'envoies comme ça au charbon. Et Rin, elle dit, j'ai pas le choix, puisque mes boss demandent des résultats, et si j'ai pas de résultats, ils vont me sucrer toute mon argent, et je pourrai plus faire des petites recherches, je serai même viré du projet. Et elle, Rin, c'est une chercheuse, du coup elle envoie son petit cobaye sur le front comme ça. On sait même pas si ça va fonctionner, mais au fond d'elle, elle sait que ça va fonctionner, puisqu'il y a quand même un taux assez élevé, à plus de 88%, et c'est le taux le plus élevé qui est connu à ce jour. Du coup t'as Rin qui se bat, mais il n'est pas vraiment lui-même, tu vois, il se bat contre le monstre en question, et il a le dessus. Parallèlement à ça, on va retrouver le commandant Kusagae, qui est toujours bloqué dans la salle de contrôle de l'aéroport de Fukua. Il est là avec ses hommes, ils disent comment je peux faire. Et puis là, on va voir c'était qui le mystérieux jeune homme. C'est tout simplement un de ses soldats à lui, qui était en vacances. Alors je crois que c'est le sergent Otsafune, il s'appelle. Il va lui dire, ouais, quand j'ai jeté sur lui un peu plus tôt l'extincteur, ça l'a un peu fait peur, il a reculé, et ensuite il a réavancé. Et puis là, t'as le commandant qui va un peu réfléchir, il va dire, et si c'était le froid? Alors il va expérimenter tout ça, il va tout simplement demander à l'un de ses hommes de lancer la clim dans l'aéroport, et puis il va voir que la clim en fait a fait fuir le monstre, le IAS. Et puis là il va voir que l'IAS en fait c'est composé d'un corps très chaud, et ils sont pas fans du froid, très clairement ils sont pas fans du froid. Du coup le commandant va demander du renfort à son général, et puis il va simplement demander que ce renfort là apporte avec eux 2 énormes bazookas, parce qu'il en aura besoin pour l'utilisation de son plan. Du coup il va justement sur sa deuxième équipe avec les bazookas va se ramener, ils vont prendre en sandwich l'IAS qui bloque l'entrée de là où ils sont un peu réfugiés. Tout simplement ils vont les prendre en sandwich, et par delà de ça il va réussir à avoir justement le bazooka. Il va prendre le bazooka et il va tout simplement tirer sur le IAS. Alors logiquement ça doit être un bazooka à longue portée, mais lui il va l'utiliser à moins de 20 mètres, donc ça, tout le monde autour de lui ils ont peur, ils ont dit non, ne fais pas ça, t'es trop proche de lui. Le commandant il va quand même tirer, et puis ça va tout simplement éclater l'IASB en 1000 morceaux. Mais là on va apprendre que l'IASB en question n'est pas mort, il est juste éclaté, et le temps que
tout son corps et son organisme se régénère et se rassemble tout simplement. Ça va prendre énormément de temps puisqu'il fait froid. Et oui, hein, le point faible des IAS, c'est le froid qui les rend très lents, y compris la partie de régénération. Donc là, on tient à un petit point faible des IAS. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Retour à l'état normal. Et oui, hein, puisque du côté de Gen, il se tape contre l'ISB qui dans un premier temps, il arrive à le pulvériser, à lui arracher la tête. Hein, sauf que sa tête repousse. Elle repousse et là, pendant ce temps-là, t'as Gen qui essaie de reprendre ses esprits, mais il n'arrive pas trop. Alors du coup, il s'acharne assez violemment sur le IAS hein, qui est en face de lui. Et puis là, il arrive à le bouffer justement et à le détruire complètement. Et l'IAS, il est complètement sans vie. Hein. Par-delà de ça, il se retourne. Et puis là, en bas, les gens, là, les colonels Kusage qui a réussi à sortir justement de l'aéroport avec Rin etc. Et il s'aperçoit que il reprend pas sa forme normale. Et puis là, ils sont un peu inquiets. Hein. Il dit mais comment ça se fait qu'il reprend pas sa forme normale? Qu'est-ce qu'il attend? Et puis là, par toute attente, il ne se maîtrise plus et il commence à faire pas mal de grabuge autour de lui, à détruire tout, à menacer même les civils qui continuent encore à essayer de s'enfuir. Et puis là, tu as le commandant Kusage, lui, il n'a pas peur, hein. Il va en devant de Gen hein, en forme gigantesque. Il dit Gen, ça suffit maintenant, il faut qu'on va sauver ta soeur. Et puis là, ça va un peu lui redonner justement la mémoire et puis il va redevenir humain. Et puis voilà comment un peu il s'est retransformé en mode humain. Par-delà de ça, bien évidemment, on a le commandant Kusage qui va une nouvelle fois demander l'aide de Rin hein, puisqu'elle a vu que Rin était capable de transformer Gen en Gigantis et que lui-même avait buté justement ce fameux Gigantis. Il va lui demander est-ce que on peut faire une petite entente entre le gouvernement japonais et puis le gouvernement des États-Unis. Rin assis sur son sa petite chaise roulante hein, comme d'hab, elle va dire et puis quand encore on n'a pas besoin de vous, vous allez tout simplement nous ralentir. Et puis là derrière Rin, on va avoir un deuxième Gigantis qui va se ramener, hein, il va se ramener un peu, ouais, je me la joue et tout ça. Et puis là, on va apprendre que lui, c'est également un semi-gigantis, hein, puisque la seule partie qui peut se transformer, c'est un peu son nez hein, et son odorat. Et justement, cette particularité va tout simplement permettre de sentir l'odeur des IAS, des autres IAS qui sont restés dans l'aéroport pour pouvoir les éliminer. Cet IAS, il s'appelle tout simplement Léo et il a vécu en Amérique du Sud. Et puis là, tu as toute l'équipe avec des combinaisons blanches de Rin qui arrive, qui dit poussez-vous de là les Japonais, laissez-nous sécuriser la zone. Donc là, tu vois très clairement que Rin n'a pas envie de faire ami-ami avec les Japonais puisqu'ils vont tout simplement les ralentir. Du coup, le commandant Kusage, il en prend note, il dit il n'y a pas de problème, on restera en retrait et puis faites ce que vous voulez, hein, puisque avant tout, ils doivent quand même sauver les civils. Et lui, le commandant Kusage, il a qu'une chose en tête, c'est également d'aller sur l'île Tsushima pour aller flanquer 2-3 roustes au IAS, hein, puisqu'il a quand même subi une puissante défaite lors de son premier passage. Ils ont même dû abandonner l'île tout entière. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler partenariat. Et oui, hein, suite au refus de Rin de participer à un petit partenariat avec le gouvernement japonais, et t'as Gen qui va, par je sais quel moyen, convaincre Rin de joindre justement le commandant Kusaki, tout simplement dans le partenariat et également les Japonais. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cher Gen a enfin repris ses esprits et puis il a vu très clairement que sans le commandant Kusage qui a crié son nom quand il était devenu fou en mode Gigantis, il n'aurait jamais repris ses esprits, hein. Du coup, il en doit une fière chandelle au commandant Kusage et il a tout simplement réussi à convaincre Rin de faire un petit partenariat. Et puis Rin a tout simplement accepté. Et vous savez pourquoi elle a accepté? Parce qu'en fait, elle recherche un truc mais on ne sait pas quoi exactement. Dans le même temps, on va avoir une petite retour sur l'île Tsushima. Depuis un an, les pauvres ils sont tout seuls.
Et puis là, on va voir qu'il y a encore des survivants. Alors des survivants qui sont en mode prière hein, et qui sont un peu menés par une espèce de gourou. Alors on ne sait pas trop c'est qui ce gourou. On sait juste que c'est un humain qui justement de temps en temps donne des sacrifices en fait pour les IAS, comme ça eux ils sont tranquilles. Et puis là on va apprendre par le gouvernement japonais qu'en fait l'île ne regorge pas de IAS hein. Ils sont seulement 17 IAS encore présents. Et puis là t'as le commandant Kusagi qui va dire mais c'est pas possible, ça fait un an qu'ils sont là-bas, et comment ça se fait qu'ils sont que 17 hein. Même nous on se demande comment ça se fait qu'ils sont que 17, puisque lorsqu'ils étaient dans l'aéroport ils se sont multipliés à une vitesse phénoménale, et là sur l'île a priori ils ne sont que 17, donc c'est un peu bizarre, ils s'intriguent. Et justement Rin et l'état-major des États-Unis va tout simplement accepter le fait d'aller sauver les gens sur l'île Tsushima. Ils vont donner leur accord et du coup ils vont un peu être en conjoint avec l'État japonais pour se rendre là-bas dans moins de 25 jours. Ils vont tenter une approche pour aller récupérer les différents rescapés qu'on a vus qui sont encore vivants grâce à un satellite. Et dans les survivants, on a également vu la sœur de Gen qui est toujours vivante mais qui est un peu dirigée par une espèce de gourou. C'est lui qui prend un peu les décisions. Toi tu vas aller te sacrifier, toi non. Et puis là on va apprendre que ce personnage là c'est qui? Et ben c'est tout simplement le commandant, et oui un autre commandant Okita qui a été envoyé lors de la première mission sur l'île japonaise, qui a simplement également trouvé refuge. Lui hein, il était toujours vivant, du coup il a trouvé refuge et il dirige un peu les rescapés. Par-delà de ça, il décide de sacrifier une jeune mamie qui est aux portes de la mort hein. Il la dépose dehors et puis tout le monde se rentre justement dans leur bunker. Et puis là, contre toute attente, on revoit le fameux gourou, hein, le fameux commandant Okita ressortir et bouffer la vieille mamie. Donc en fait, le commandant Okita, il est lui-même contaminé, mais il arrive quand même à garder ses esprits. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Gigantis, un magnifique petit tome, petite lecture hein, cette fois-ci avec un partenariat enfin États-Unis-Japon qui vont s'associer pour aller justement sauver l'île de Tsushima. Et là t'as quand même que 17 IAS sur l'île de Tsushima, donc c'est assez peu effectivement hein, c'est assez peu. Et on peut voir que les rescapés sont toujours vivants et qu'ils suivent une espèce de gourou, et que ce gourou là est lui-même mi-humain et mi-IAS, donc on ne sait pas trop où tout cela va nous mener. En tout cas, j'ai très hâte de lire le tome 4. En termes de notes, si je vais mettre une petite note, je leur ai mis la note de 4 sur 5, encore une fois parce qu'il manque des pages en couleur. Il faut mettre des pages en couleur ou des descriptions à différents personnages, parce que là, il commence à avoir pas mal de personnages qui se rajoutent et on n'a toujours aucun petit plan, et ça c'est vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire hein. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.